Hello! Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu sur YouTube parce que j'ai eu pas mal de problèmes familiaux au niveau santé qui m'ont obligée à bouger pas mal. Du coup, j'ai eu du mal à filmer, que ce soit émotionnellement ou matériellement. Tout le monde a fini à l'hôpital, moi y compris. Donc bref, on est tous KO. Un petit peu d'accalmie pendant 2 jours, j'en profite pour filmer. J'espère que ça continuera, mais bref, je vais vous parler des lectures terminées, en cours et à venir. Même si la palle est très très grande, on va pas se mytho que les livres entamés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, voilà. Et alors la palle fait une étagère entière, enfin un étage de mon étagère entière, bref. Et si vous regardez ma vidéo de l'année dernière en mode qu'est-ce que j'ai envie de lire en 2025, le lilol, c'est assez peu entamé cette affaire, j'ai lu beaucoup d'autres choses. Voilà, déconcentration totale, on espère que 2026 sera peu plus prolifique à ce niveau-là. Bref, aujourd'hui nous avons quoi? Donc du classique, de l'horreur, un livre de jadis sur les questions de genre, l'amour de manière, enfin la conception de couple de manière très différente, donc assez intéressant aussi. Un manga et un recueil de nouvelles assez étrange, bizarre, tout ça, tout ce que j'aime. Et aussi un petit peu de ce qui va arriver par la suite, voyez-vous. Donc bref, dans ce que je vous conseille et ne vous conseille pas, j'ai lu Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Je misais beaucoup d'espoir car j'ai beaucoup aimé le livre de sa sœur Janer. Et alors Les Hauts de Hurlevent, c'est long. Mon Dieu que c'est long. Donc voilà, en gros c'est l'histoire de tout ce qui traverse la vie d'un lieu qui s'appelle donc Les Hauts de Hurlevent. Vous allez avoir pas mal de personnages différents. D'ailleurs moi j'ai rien compris au début parce qu'on suivait l'histoire d'un Gus et en fait ça a duré quelques chapitres et en fait ils ont fait « Ah non, en fait je rencontre une madame qui va tout raconter ». Donc le Gus, quid du gars, un peu oublié, voilà, c'est assez étrange, mais bon, ça à la limite soit. Mais en fait, c'est pas mal de problématiques, hormis le fait que ce soit long. On a un monsieur Lockwood qui décrit une femme avec un corps assez merveilleux, machin, tout ça, et finalement il le compare à celle d'une adolescente. Il y a aussi un traitement assez particulier des bohémiens, comme elle l'écrit, voilà, considérés comme des sous-humains devant appartenir à quelqu'un. Et en même temps, on a un des personnages principaux qui va en recueillir un chez lui et l'adopter, donc c'est assez... Voilà, là je pense que c'est daté. Après, je ne suis pas concernée par la question, donc peut-être que mon regard n'est pas le plus sachant, on va dire, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu sortir du récit, même si c'est daté, je préfère vous le dire, voilà, il y a un petit trigger warning à ce sujet-là si vous n'avez pas envie de lire sur le sujet, même si je pense ne pas vous donner envie de le lire. Enfin voilà, il y a le N-word aussi, enfin ça c'est quand même dans pas mal de bouquins classiques, dont je vous parle depuis des mois quand même, mais pareil, sachez que dans ce texte vous allez retrouver ce mot, donc tout le monde n'a pas envie de lire ça, moi la première, et à chaque fois en fait, on ne le sait pas, on tombe dessus, donc je me permets de le préciser. Et puis quelques biais psychophobes aussi, enfin tu vois, des phrases comme la rage d'une folle, enfin voilà, des choses qui sont mal formulées, mais la psychophobie encore une fois est très normalisée à cette époque, donc sachez-le, ce livre n'en est pas exempt. Mais les problématiques principales à mon sens, c'est que l'histoire m'indiffère et que c'est long. Il n'y a pas tant de descriptions, je trouve, on suit vraiment, en fait c'est l'histoire d'une vengeance un peu, moi ça pourrait me plaire, mais c'est trop... Et mon Dieu que j'épouse machin pour me venger d'eux. Enfin, je sais pas, tout le monde est très torturé dedans. En fait, encore une fois, je vous ai déjà dit ça dans pas mal de vidéos, sur le papier ça devrait me plaire, mais là ça a été une torture. Je l'ai fini en audio, pour vous dire, parce que j'arrivais pas à me poser en le lisant, honnêtement, il fallait que je fasse autre chose en même temps. C'était d'un long. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas terminé ce livre. Pour l'instant, c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de mal de ne pas terminer un bouquin, donc je me suis obstinée, acharnée. Bon, pas fou. Je l'ai lu pendant mon voyage en Chine, d'ailleurs, dont vous ne verrez pas le vlog que j'ai prévu. Un mois en Chine et ma carte SD a cramé, donc j'ai réussi à récupérer les photos mais pas les vidéos. Et comment vous dire que déjà le fait que je sois rentrée plus tôt pour des problèmes administratifs et de santé m'a foutu un coup au moral, je vous en ai déjà parlé, le fait de finalement ne pas être allée en Corée et tout, enfin voilà, des problèmes de riches mais des problèmes qui m'ont affecté quand même. Donc je n'ai pas envie de revenir sur mon voyage et d'en faire oh mon Dieu c'était merveilleux, c'était un très chouette voyage, je suis très contente d'y être allée, j'ai vu des trucs somptueux, mais j'ai pas envie d'en parler pendant 25 minutes, ça arrivera peut-être un jour. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, je répondrai pour le coup en commentaire. Et j'ai posté des photos sur Insta, TikTok et aussi sur un de mes posts Patreon. Voilà, sujet clos. Mais j'ai lu Les Hauts de Hurlevent pendant que j'étais en Chine, pendant les trajets en train, toutes ces choses-là.
Voilà, ça... Non, voilà, je le recommanderais pas honnêtement, c'est pas nul, mais c'est pas mémorable non plus. Je sais pas si vous l'avez lu ou si je suis passée à côté de quelque chose parce que j'étais pas dans le bon mood, mais honnêtement, help. Ensuite, un livre qui pour le coup m'a fascinée et que j'ai dévoré en Chine toujours, parce que je comptais vous faire une vidéo, les lectures que j'ai, enfin mes lectures en Chine, encore un fail. En gros, j'avais été voir une expo à Londres, si je dis pas de conneries, ou à Édimbourg. À Londres, je crois, sur la question de genre. J'arrive plus du tout à me rappeler, si je retrouve, je vous le mettrai à l'écran. Dans un des musées, il y avait une salle entière sur ces questions-là, et il y avait un livre qui s'appelait Madame Vénus, non, Monsieur Vénus, pardon, de Rachilde. Donc, je ne connaissais pas du tout ce texte, il s'avère que c'est un texte de 1886 sur les questions de genre, donc, qui a été écrit par une femme, Rachilde, donc, française. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de le lire déjà et de vous en parler, parce que je trouve qu'il y a des questions autour de la transidentité, de l'amour différent, enfin hors case hétéronormée on va dire. Mais évidemment de par l'époque c'est pas traité de manière parfaite, mais ça a le mérite d'exister donc je voulais vous en parler. Oui bonjour, c'est la moi du montage. J'en profite pour faire un trigger warning transbi et romantisation des violences conjugales. Je vais vous parler d'une relation entre un personnage qui est assigné femme à la naissance et qui se genre majoritairement au elle et parfois au il, et d'un personnage assigné homme à la naissance qui se genre principalement au il et parfois au elle. Chose que le narrateur fait également. Je vais donc majoritairement utiliser le pronom elle pour la personne qui est assignée femme à la naissance et le pronom il pour le personnage qui est assigné homme à la naissance. Vous vous doutez bien qu'être gender fluide ou non-binaire n'était pas verbalisé à l'époque. Et surtout, il n'est jamais fait question d'un coming out dans le récit et je ne voulais pas présupposer et me planter. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est un mauvais traitement de ma part, car je n'ai pas trouvé la manière parfaite pour en parler, ou alors il aurait fallu que je parle pas du tout de ce récit. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Par contre, j'ai commencé par une préface de l'éditeur qui, oh mon dieu, est terrible, franchement. Ça, pour le coup, c'était d'un mauvais Maurice Barrès. Qui qu'il soit, je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Mais il a fait un pamphlet au début d'un long. Et au début, il est en mode, oui, ce texte n'a rien à voir avec les livres érotiques qui sortent de manière clandestine à l'époque actuelle. Il va parler du fait que en Belgique, ce texte, donc Monsieur Vénus, a été cancel, mais que lui trouvait ça nécessaire d'avoir une telle publication. Donc au début, je me dis, ok, soit. Et puis après, il s'est enflammé en parlant de l'autrice. Voilà, car un homme ne peut pas s'empêcher de parler de choses voilà, diverses et variées. J'ai noté des citations, je vais vous en lire une par exemple. Ces formes d'amour qui sent la mort sont l'œuvre d'une enfant, de l'enfant la plus douce et la plus retirée. En gros, je vous passe un peu tout, mais on a un éditeur qui fantasme sur une vierge qui fascinerait les dandys selon lui, et il en arrive à décrire son physique. Il parle de la plume de l'autrice, parle de l'histoire qui est racontée, enfin je sais pas, même de sa biographie, mais peut-être que son corps d'enfant n'est pas nécessaire, car l'autrice, je crois, quand elle a écrit qu'elle avait 18 ans ou autour de 18 ans, il me semble qu'elle est majeure de mémoire, mais voilà, elle est très jeune quand même. Et les rares fois où il parle de son écriture, évidemment, il va dire qu'elle est naïve, qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle écrit, bien évidemment, car elle est trop bête pour avoir un semblant de réflexion et savoir ce qu'elle écrit, hein, voilà. Il faut penser à la place des femmes. À défaut, il dit quand même que son écriture est cool, hein, on va s'attarder là-dessus. Mais voilà, il la décrit comme fragile et j'ai noté une autre citation. Ah oui, il dit que nous ignorons encore comment, dans notre société si guindée, au milieu d'une famille honnête, que surgit un pareil monstre. Il parle de l'autrice. En fait, le fait qu'une femme jeune puisse écrire un récit érotique qualifié entre guillemets, enfin c'est pas comme ça qu'il le décrit, j'allais dire contre nature. Et c'est contre nature, hein. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il le décrit non plus, mais vraiment hors case. Bah le fait que cette autrice vienne d'une famille, bonne sous tout rapport, ça fait de cette autrice un monstre en fait. Et en ça c'est très dérangeant. Après encore une fois, cet éditeur écrit ces mots, enfin c'est daté encore une fois, mais je suis pas sûre que ce soit encore rare de voir un éditeur commenter le physique d'une autrice et dire qu'elle est un peu cruche. Voilà, je vais vous donner quelques autres citations que j'ai notées. Par exemple, l'éditeur va mentionner l'auteur qu'il qualifie donc de catholique, Joséphin
paix les dents en disant qu'il a cru pouvoir s'abandonner dans ses vertiges malsains sans offenser sa religion. Sous-entendu qu'un homme est beaucoup plus capable d'écrire sur le sujet que cette brave Rachilde. Enfin, en fait, au début, en lisant ça, je me suis dit « Ah, je vais lire le Marquis de Sade, honnêtement. » Et il écrit aussi « On verrait avec effroi quelques-uns arriver au dégoût de la grâce féminine en même temps que ce monsieur Vénus proclame la haine de la force mâle. » Ah voilà, c'est écrit par une femme de 20 ans qui vient du Périgord, je l'avais noté. Et donc cette histoire, c'est une histoire... Comment la décrire? Vous avez une femme, donc de bourgeoise, de classe bourgeoise, qui va rencontrer un homme qui est qualifié, ce n'est pas mon avis encore une fois, hein, j'emploie les mots qu'elle utilise, que l'autrice utilise par le biais de son personnage principal, enfin bon bref. Il est qualifié donc de très féminin, c'est un fleuriste donc qui travaille de ses mains, qualifié donc d'ouvrier à l'époque, mais en même temps qui a une profession très féminine, il peint, il est roux, il a des fleurs dans les cheveux, il est présenté comme gros, également qualifié donc comme pas attirant dans les standards de beauté de l'époque, du moins de la classe bourgeoise française. Et cette femme va se retrouver attirée par cet homme. Cette histoire d'amour doit être cachée. Et en gros, ce texte inverse un peu les rapports de genre, donc c'est-à-dire qu'on a une domination de cette femme sur cet homme, sexuellement et amoureusement d'ailleurs. Elle en joue, elle le manipule, elle s'en sert, elle l'objectifie aussi. On se retrouve à avoir un homme du coup qui est très isolé, qui ne vit que pour elle en fait finalement. Il est entretenu pour vivre caché et elle vient le voir quand elle en a envie, puisque encore une fois il faut que la relation reste cachée. Je pense que c'est comme ça que les incels imaginent les femmes, clairement. En fait au début, le personnage né homme a beaucoup le pronom il et Raoul a beaucoup le pronom elle, et ça va avoir tendance à s'inverser à la fin du récit. Mais du coup, elle en arrive quand même à le présenter à la haute société, à l'assumer en public, à vouloir l'épouser et tout ça. Enfin, du coup, c'est assez intéressant sur ces questions-là. Sur le fait aussi qu'elle le genre au féminin, d'ailleurs, que lui-même se genre au féminin, et qu'ils vont switcher au niveau des pronoms qu'ils utilisent, que ce soit il ou elle pour les deux personnages. Enfin, c'est-à-dire que la personnage principale va elle-même donc se genrer au elle et au il, et le narrateur également va aussi parfois la genrer au elle ou au il, et inversement pour le personnage. À aucun moment il est question de transidentité, mais donc ça va aller au-delà de l'esthétisme. C'est pas juste elle qui s'habille en homme et lui qui a des fleurs dans les cheveux et qui est doux et voilà machin. Ça va aussi dans leur vision d'eux-mêmes, ça va aussi dans les rapports on va dire hétéronormés qui sont inversés, car mine de rien on reste dans une relation hétérosexuelle. Mais enfin voilà, ce texte est entièrement daté, il n'est pas du tout d'actualité, c'est une mauvaise représentation de la transidentité. Je pense que pour un texte de 1886, c'est hyper intéressant qu'il existe, hyper intéressant de l'expliquer à des personnes qui croient que c'est nouveau d'il y a 3 ans, hein, la transidentité. Il y a des textes encore bien plus vieux, bien évidemment, mais ce texte existe. Par curiosité, je vous invite à le lire, honnêtement. Je l'ai lu très vite, je n'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas. Je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne représentation ou pas pour l'époque, parce que pour le coup, mes compétences et mon master d'histoire ne suffisent pas à ce niveau-là, parce que je n'ai pas du tout étudié ces questions-là, et qu'il me faudrait 1 milliard de bouquins pour avoir les réponses à ces questions et être concerné par le sujet. Donc vous, avec mes dires, ou si vous l'avez lu, je veux bien votre avis honnêtement, parce que là je suis limitée dans mes capacités d'interprétation, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'il existe. Bon, après il y a d'autres problématiques aussi, là je viens d'y penser, je fais une digression, mais par exemple il est aussi présenté que les hystériques vont à la salpêtrière. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais voilà, toujours un peu de psychophobie au passage bien évidemment. Il y a aussi quelque chose sur la colonisation en Algérie. J'ai noté la citation, il y avait écrit « Vous êtes un agréable monstre, mais l'étude du fauve n'a de charme réel qu'en Algérie. » Voilà. D'ailleurs il y a beaucoup aussi le champ lexical de tout ce qui est monstrueux, étrange, hors norme, donc voilà, c'est vraiment pour montrer... Merde, j'ai perdu le mot depuis tout à l'heure. Ce qui est qualifié de déviance par beaucoup de gens à l'époque, et peut-être encore à l'époque actuelle par les tocards. Mais voilà, au niveau des questions de genre, c'est hyper intéressant. Par exemple, Jacques va rencontrer la route d'un homme cis, et qui va le battre en fait, parce que ce serait la seule manière d'être un vrai homme, et que ça devrait être la seule manière dont son corps devrait être touché. C'est-à-dire qu'un homme ne peut avoir de véritable contact que si c'est violent. Et
en même temps, il y a des phrases assez douces, j'en ai noté une. Jacques, dont le corps était un poème, savait que ce poème serait toujours lu avec plus d'attention que la lettre d'un vulgaire écrivain comme lui. Cet être singulier avait acquis au contact d'une femme aimée toutes les sciences féminines. Donc il y a pas mal de phrases comme ça, mais en même temps, enfin voilà, moi j'ai pas du tout aimé la fin. Jacques est quasiment la moitié du récit qualifié de femme, et en même temps, à la fin, il est vraiment qualifié comme une bête servile, et c'est très dérangeant. C'est vraiment un texte dérangeant hein, sur la question de la sexualité, de l'asservissement, du rapport de domination. Il est cringe as fuck, enfin vraiment c'est violent à lire hein, aussi, trigger warning là-dessus. Ça sous-entend qu'au fil du récit, vu qu'on le qualifie de plus en plus de femme, il est donc par définition beaucoup plus soumis. Donc sur le dernier quart du bouquin, honnêtement ça craint du boudin, on va pas se mentir. Mais voilà, par curiosité, vraiment je le trouve... Ouais, j'ai pas aimé cette lecture, mais je l'ai trouvée intéressante de par son existence en fait. Aussi, j'ai lu Le Manoir de Pavenhill de Elodie H. Fredwell, qui est une novella horreur. Je l'ai bien aimée, honnêtement, elle est assez courte, facile d'accès dans le sens où on n'a pas des descriptions pendant des mille et des cents et des vocables très compliqués, donc c'est accessible. C'est frais, c'est de l'horreur sans être violent ou... Enfin voilà, c'est pas dérangeant non plus. T'en fais pas des cauchemars logiquement, c'est un peu dans la même vibe, si vous avez lu ma nouvelle, du recueil de nouvelles Les Archives de l'Inhumain aux éditions Octokill. C'est un peu ce mood-là, je trouve. Un peu plus texte d'horreur à lire au coin de la cheminée, mais avec un chocolat chaud quand même, tu vois. Donc c'est léger au niveau de l'horreur, mais ça reste de l'horreur quand même. Et objectivement, je pense que c'est le texte que j'ai préféré d'Elodie. Je vous l'ai déjà dit, j'ai travaillé sur Les Trésors de Neverland en lecture sensible, donc je l'ai lu. Et j'ai lu aussi Wire 1 et Wire 2, et là je pense que c'est le texte que j'ai préféré d'Elodie. Je trouve que sa plume s'affine, on reconnaît de plus en plus sa plume. Enfin, c'est pas juste une histoire, je trouve qu'on reconnaît son écriture et c'est hyper intéressant là-dessus. Donc bravo à elle. Elle l'a sorti récemment, donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur son compte Insta parce que je ne connais pas son site. Où est-ce qu'on peut se les procurer? C'est elle qui me l'a envoyé honnêtement, donc je sais plus. Voilà. Au niveau manga, j'ai relu, c'est pas le bon sens évidemment, Tommy de Junji Ito. C'est connu par beaucoup de personnes qui aiment l'horreur et le manga. Honnêtement, c'est le mec mainstream très connu, on va pas se mentir. Mais j'adore ses dessins, ils sont très gribouilles, c'est vraiment très joli à regarder. Moi, c'est les dessins que j'aime beaucoup. J'essaie de vous trouver une planche sympatoche et pas trop gore aussi, parce que c'est pas gore, mais c'est dérangeant. Après, le fait que ce soit pas coloré, par exemple, vous allez jamais voir des taches de sang, il y en a beaucoup. Mais du coup, visuellement, c'est beaucoup moins agressif, entre guillemets. Mais voilà, c'est ce genre d'illustration. Voilà, très chargé en tracé, très noir, très dense aussi. Attendez, j'en cherche un autre. Il y a de la nudité. Donc on a Tommy ici et on l'a aussi ici. Voilà, pour vous donner un peu les vibes. Moi, je trouve ça sublime. Vraiment, voilà. Donc là, il y a plusieurs... j'ai l'intégrale. C'est pas mal de courtes histoires. Et donc là, j'ai tout. Ça coûte quand même 30 € l'intégrale. Mais en même temps, t'en as pour ton argent, entre guillemets. Il y a de la lecture. Et pour la faire courte, en fait, c'est... je pense que c'est le texte le plus connu de Junji Ito, honnêtement. Mais en gros, c'est une femme monstrueuse, étrange. Ça, là, je vous spoil pas, mais en gros, le premier bail, c'est que cette femme est qualifiée de somptueuse. Tout le monde tombe amoureux d'elle. Vraiment, elle est... le fantasme ultime. Et au début du texte, tout ce côté fantasmé de sa personne fait qu'elle va être tuée par un homme. Et après ça, il va en naître donc le monstre de Tommy, qui est un personnage en fait qui va toujours renaître de ses cendres, mais de son sang plutôt, et qui est immortel, qui va toujours revenir, et qui va avoir conscience de son pouvoir de manipulation, de par sa beauté, etc., qui va pouvoir un petit peu ensorceler les gens. Un peu dans le cliché des sirènes, quand elles sont décrites comme monstres dans la littérature ou la fiction. Et c'est assez intéressant, parce que Junji Ito, lui, il en fait une lecture que moi je trouve nulle. Honnêtement. Lui, en gros, il a commencé à penser à ce personnage, et je sais plus s'il a commencé à le dessiner à ce moment-là, ça je sais plus, quand il était adolescent et qu'il commençait à avoir peur des femmes, de ne pas savoir comment les aborder, etc. Donc tout ce mal-être qu'il y avait autour d'elle, et donc possiblement, même s'il est pas très clair sur le sujet, il est un peu en mode les hommes sont victimes donc de la beauté des femmes et du coup en deviennent fous et finissent par les tuer. Parce que c'est un peu la conclusion de toutes les nouvelles, c'est que Tommy finit par se faire tuer et démembrer
à chaque histoire. À un moment donné, les gens veulent la tuer. C'est impossible d'y échapper et elle en renaît à chaque fois. Je dis les gens, mais c'est toujours les hommes, cis. Et en fait, comme beaucoup de personnes extérieures au récit, moi j'y vois une autre lecture qui va à l'encontre, je pense, de celle de l'auteur. Et en même temps, il reste un peu flou sur le sujet, donc j'arrive pas à savoir s'il est un peu le cul entre deux chaises, s'il s'exprime mal, s'il est nul. Voilà, je sais pas trop. Mais on est nombreux à y voir une autre lecture, c'est-à-dire la lecture du patriarcat en fait. En gros, c'est une histoire de féminicide en permanence. Je suis désolée parce que je vais couper pas mal de mots et ça doit être assez chiant à écouter. Mais en gros, on est, pour moi, sur non pas une femme qui va manipuler les hommes et ils vont devenir fous et parce qu'en fait, elle flirte avec eux et elle s'arrête toujours un peu au dernier moment, on va dire. Et donc, on peut y voir la lecture donc du patriarcat, des hommes qui ne supportent pas une femme à la sexualité libérée, qui va draguer mais qui n'a pas forcément envie de coucher avec eux, qui, voilà, fait ce qu'elle veut, se trouve belle, peut-être en devient un peu une garce ou une pétasse, on sait pas, mais qui existe comme elle a envie d'exister. Et bien, par définition, c'est une femme qu'on n'accepte pas dans la société et donc que les hommes vont tuer. Et je vous rappelle qu'en France, on est chaque année à un grand nombre de personnes qui sont tuées pour leur genre par des hommes de leur foyer, que ce soit un père, un oncle, un copain, un ex-copain. Voilà, c'est toujours un chiffre exorbitant chaque année, donc c'est pour ça que aussi j'en parle. Mais voilà, moi j'y vois une femme qui existe, qui est libre, qui fait ce qu'elle veut, et quand elle dit stop, elle est tuée. Et ça, c'est quelque chose qui arrive encore très souvent dans notre société. Et du coup, moi j'y vois beaucoup plus cette lecture, et ce qui fait de Tommy, une meuf qui reste un monstre. Enfin, elle fait des trucs détestables à certains moments, honnêtement, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, elle devrait en payer de sa vie en fait. Et on voit la normalisation des féminicides dans ce texte et dans beaucoup d'autres d'ailleurs, mais je trouve qu'il est hyper bien là-dessus si on se détache des dires de l'auteur. Enfin, encore une fois, j'arrive pas à comprendre le point de vue de Junji Ito, il est pas clair, donc vraiment, j'arrive pas à savoir. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'il reste flou volontairement pour rester mainstream et que tout le monde aime ses textes. Je me dis que les incels qui lisent ça doivent se dire « Oh mon dieu, les femmes en effet sont des monstres ». Donc je pense que beaucoup de gens le lisent justement parce que, voilà, il est lisible par beaucoup de personnes. Mais je pense qu'on est vraiment nombreux, en tout cas je l'ai beaucoup entendu, beaucoup vu sur les réseaux. Ce n'est pas un texte foncièrement féministe, on va pas se mentir, notamment parce que l'auteur n'affirme pas ses positions de manière claire et assise, mais on peut en faire une lecture comme ça, donc ça peut rendre la chose intéressante à lire. Si quelqu'un a la réponse claire et nette sur l'auteur, je n'ai pas réussi à trouver. En fait, il flirte toujours avec un espèce de doute, du coup c'est... je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... Alors c'est dur à lire, hein, si vous êtes sensible aux dénombrements. Ne le lisez pas honnêtement. Mais voilà, on a toujours des hommes qui veulent abuser de cette femme et qui finissent par, voilà, à ne vouloir qu'elle n'appartienne qu'à eux, d'avoir des crimes passionnels qui sont en réalité des féminicides, arrêtez de les appeler comme ça. Voilà, c'est très violent. Cette pauvre femme, en fait, cette pauvre femme qui n'a pas le droit d'exister parce que le monde dans lequel on vit refuse son existence même et les hommes de cette société obéissent au patriarcat et les tuent. Voilà. Donc ça peut être badant. Aussi, les lectures en cours. Donc je vais vous en parler assez peu parce que je voulais vous faire une vidéo complète sur mes lectures au sujet de la Palestine. Je vous conseille quand même, en attendant, sans vous en parler trop, car je comptais utiliser tous ces post-it pour vous faire un récit. Bref, ça s'appelle Palestine de Nadia Elia. Là pour le coup, c'est de la sensibilisation, explication très courte pour les personnes qui n'y connaissent rien, qui ont envie de se renseigner, qui ont envie de l'offrir, pardon. Voilà, c'est très court, c'est aux éditions Remue Ménage. J'adore cette maison d'édition. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Également, je crois que ce n'est pas traduit malheureusement, je l'avais acheté à Édimbourg dans une librairie incroyable qui s'appelle Lighthouse Bookshop si jamais vous y allez. Je trouve toujours des bouquins que je ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, j'ai un autre un essai sur l'histoire des personnes noires trans que j'ai trouvé là-bas et j'ai aussi trouvé ça qui n'a rien à voir hein, mais voilà, ça s'appelle Palestine plus 100 et là ça n'a rien à voir, donc c'est de la fiction éditée par Basma Galayini et en fait c'est une édition qui existe, putain je suis en train de regarder mais vraiment les livres en Angleterre coûtent pas cher, ça m'a coûté 12 balles et ils font ça pour plusieurs pays et donc c'est un recueil de nouvelles de science-fiction, pareil je vous en parlerai plus dans une vidéo dédiée, je le trouve incroyable pour le moment. Donc c'est un recueil de nouvelles, un auteur ou une autrice palestinienne évidemment, et c'est de la SF et c'est comment vous imaginez le monde dans 100 ans après le combat du coup. Et elles sont incroyables, honnêtement j'apprends beaucoup de choses, pas forcément sur la réalité en Palestine
victime, mais sur les émotions qui peuvent être liées à ça, parce qu'évidemment je n'ai jamais vécu cette situation et je ne peux pas comprendre ce que les personnes ressentent, et ce n'est pas avec ce type de lecture que je le comprendrai, mais disons qu'il y a des formulations que je trouve hyper intéressantes et qui sont très subtiles, et vraiment je le trouve très chouette là-dessus. Je ne suis qu'au début, je suis page 37, j'ai lu 3 nouvelles pour l'instant, parce qu'elles sont assez courtes aussi, parce que vraiment il y a un recueil de nouvelles que je peine à terminer, qui merde, comment ça s'appelle, le Quartier Libre, dont je vous ai déjà parlé, mais les nouvelles sont d'un long, et du coup j'y arrive pas trop. Et là les nouvelles sont courtes, donc c'est plutôt chouette là-dessus. Après, donc comme je vous ai dit, je ne l'ai pas trouvé en traduit car je pense que c'est un peu niche, mais si vous lisez l'anglais, ah putain, j'ai oublié que j'étais maquillée, j'ai un poil dans l'œil. Mais si vous lisez l'anglais, pour l'instant je le trouve assez simple d'accès. Ce n'est pas des métaphores en veux-tu en voilà avec des formulations, des expressions très complexes. Mais bref, si vous lisez l'anglais, je vous le conseille, vraiment. Je suis en train de lire également, on me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire et j'ai peiné à le lire, de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit. Ce n'est pas du tout un truc de développement personnel, c'est un recueil de nouvelles, pareil, assez courte, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Il est pas mal de trigger warning honnêtement, il y a pas mal d'automutilation, de choses autour du suicide, de la mort, c'est quand même assez sombre, de VSS aussi, mais les nouvelles sont vraiment très chouettes, ça frôle la SF honnêtement, enfin pas le space opéra, tu vois, c'est vraiment, ça frôle un peu avec le fantasy, c'est vraiment la vie quotidienne, et il y a toujours un truc étrange, un truc bizarre, et moi j'aime beaucoup ce genre de lecture de tu sais pas trop ce que c'est, et en même temps tu ne le sauras pas, et en même temps c'est pas grave, mais juste ça crée une ambiance, un sentiment, des fois un peu glauque, un peu cringe, et vraiment je trouve son écriture très chouette. Par exemple, il y a une nouvelle où il y a un personnage qui va voir le fantôme d'un bébé en plein jour et qui va finir par... Enfin, elle en a peur et pourtant elle va se balader avec, genre parce que il la suit, il est là et on sait pas trop. Et tout est sombre. On en a une d'ailleurs qui est un personnage qui est amoureux de Janer, d'ailleurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, il y a une nouvelle entière qui m'a énormément parlé, qui est sur l'anxiété sociale mais extrême, un personnage qui ne peut plus sortir de chez lui, il s'est passé quelque chose dans son enfance dont elle ignore un petit peu la nature, mais qui depuis fait qu'elle ne peut plus sortir de chez elle, mais au point où ça la rend ouf quoi, et vraiment c'est hyper bien écrit. C'est une meuf d'Argentine, voilà, il y a des textes quand même qui sont à Barcelone, je ne sais pas si elle y a vécu, mais il y en a eu, voilà, il mentionne Barcelone également, et le titre en fait c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va fumer une clope à un moment donné dans la nouvelle, donc on s'en fout un peu, mais c'est là. Et aussi, je suis allée à la fête de l'UMA de Lanester. Qui savait qu'il y avait une fête de l'UMA à côté de Lorient? Personne. Il y avait Mathilde en concert, vraiment c'était trop bien. Et j'ai acheté un bouquin. Je sais pas si vous allez voir la subtilité, parce qu'il y a des gens qui m'ont un peu jugée. Moi, je me juge pas. Mais en gros, c'est un bouquin de sociaux qui s'appelle, donc aux éditions Le Bord de l'eau, qui s'appelle La vie de Cassos, jeunes ruraux en survie. Je vous ai déjà pas mal parlé des mouvements ouvriers, révolte ouvrière. Je vous ai parlé de ce texte de poésie qui s'appelle La jeune fille à l'usine de Nella Nobili, que j'avais adoré. Je viens d'une famille ouvrière, donc toutes ces réalités-là m'intéressent, me parlent. Je suis contente quand c'est représenté dans la fiction. Enfin, voilà. J'ai envie de mettre ça en avant parce que c'est une réalité qui est la mienne et dont je trouve on ne parle pas trop. Et étant originaire d'une diagonale du vide infecte, je me retrouve avec des personnes qui sont qualifiées et qui se qualifient entre eux ou qui en qualifient d'autres de cassos. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la lecture parce que les ouvriers, j'en trouve des lectures, mais ce que les gens qualifient de cassos, j'en trouve assez peu. Et en fait, ce genre de texte, ça permet de mettre des mots en fait sur le sujet de pourquoi on est qualifié ou non de cassos. Déjà, il y a des trigger warnings au début de ce bouquin, donc déjà, merci, bonsoir, enfin. Et attendez, mon copain qui a un master de sociaux a vérifié la bibliographie avant, voir si c'était pas inspiré de travaux de Teuteux, donc apparemment c'est plutôt chouette. Évidemment, je vais me renseigner au fur et à mesure, mais j'ai fait des études d'histoire et non pas de sociaux, donc c'est intéressant. Il y a des enquêtes scientifiques, enfin c'est un essai quoi, voilà, un essai sérieux, hein, voilà. Et donc, pour vous parler un petit peu de la table des matières, qui est ce qui m'a convaincu. Les gens emploient le terme cassos, en veux-tu, en voilà. Donc je trouve ça hyper cool qu'il ait utilisé dans le titre justement pour choquer un peu et peut-être interpeller les gens à lire ce texte. Donc il y a pourquoi étudier les espaces ruraux favorisés, jeunesse, classe et ruralité. Et vraiment, donc j'imagine, parce que je l'ai pas encore lu, mais j'imagine qu'il y a déjà pas mal d'études sur la ruralité isolée. Moi je connais des textes sur, je sais pas, les paysans, donc qui a
qui ont quand même, malgré la précarité, souvent accès aux terres, accès aux biens, accès à la pierre, enfin voilà, et donc qui restent in fine peut-être favorisés par rapport à certaines classes sociales de la ruralité, que je connais plutôt bien honnêtement, mais personnellement, pas d'un point de vue étudié. Je sais pas comment dire. Et donc bref, chapitre 1, décrochage et désamour. Un rapide état des lieux de l'école en milieu rural. Entre parenthèses, je ne suis pas fait pour l'école. Ensuite, il y a profiter des vacances pour ne pas revenir. Entre guillemets, le diplôme, ça vaut plus rien de toute façon. Chapitre 2, coin, contrôle, cassure. Vers la liberté, point d'interrogation. On n'est pas bien ici quand même. Le rapport des jeunes au rural. Ensuite, mauvaise réputation et tension générationnelle. S'éloigner des cassos de la haute. La fragmentation de l'emploi rural peu qualifié. Une embauche soumise au libéralisme ordinaire, le piège du vrai travail, devenir précaire à cause du travail, ça je trouve ça hyper intéressant, une insertion frustrée par le néolibéralisme en milieu rural, le non-recours également, cassos mais pas assisté, qui est un raccourci que beaucoup de gens font, et peut-être même que vous faites, désolé je vous juge un peu, mais c'est des raccourcis faciles de dire que les cassos sont des assistés, et je trouve ça bien qu'il ait mis dans ce texte, qu'il ait étudié ce sujet, en fait, qu'un cassos n'est pas un assisté, et ça me fait du bien de le lire, honnêtement j'ai pleuré en l'achetant parce que j'ai eu l'impression que certains de mes proches étaient représentés et vraiment ça m'a beaucoup émue parce que dans ce genre de texte j'espère qu'ils ne seront pas jugés et j'espère que ça va sensibiliser des gens, même si j'imagine que peu de personnes achètent ce genre de texte, il existe et peut-être que je pourrais le recommander à quelqu'un et ce sera toujours ça de gagner. Il y a aussi donc une partie qui s'appelle Je n'ai jamais vraiment été jeune, une autre expérience de la jeunesse, l'incertitude qui bloque tout, des bons plans à la vente de drogue et de la débrouille à la prostitution, qui sont des réalités de la ruralité isolée qu'on oublie beaucoup. Chapitre 5, famille et fardeau. La famille, un chez-soi de sécurisation et d'immobilisme. Rien que les titres en fait me parlent tous et j'ai l'impression que je vais savoir tout ce qu'il y a dans chaque partie puisque ça impacte tellement ma vie, ça a impacté tellement mon quotidien, ma jeunesse. Et en fait quand tu vois que tu connais des proches qui vont insulter d'autres personnes de cassos, car c'est vu comme une insulte, ils ne se rendent pas compte qu'aux yeux d'autres ils rentrent dans ces cases et qu'en fait la terminologie de cassos est archi violente et qu'en fait c'est tout un système qui fait que t'es coincé quelque part, que l'accès aux études te paraît complètement inatteignable, que la mobilité est inenvisageable, que le poids de la famille est tellement lourd, les poids des traditions qui ne bougent pas, le cercle vicieux, enfin la précarité qui est quasiment impossible à quitter. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Encore une fois parce que je me sens concernée, mais bref. Et encore, moi je parle de moi je suis allée faire mes études et j'ai déménagé, mais je parle des personnes avec qui j'ai grandi, dans mon milieu scolaire, d'amis que j'ai eu. Enfin voilà, je parle pas de mes parents, mais ça fait partie d'un des pans de ma réalité, on va dire. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, hein. Ruralité isolée pendant 1000 ans, on se sait. C'est-à-dire que même stade que la diagonale du vide par chez moi. Je pose ça là. Il n'y a que 2 usines où on peut travailler. Et je pèse mes mots. Donc si tu ne vas pas à l'usine, tu n'as pas l'argent de partir, mais si tu vas à l'usine, tu es coincé ici parce qu'on ne te propose qu'un CDI. Et si tu veux t'en barrer, la famille te juge. Et si tu veux t'en barrer, t'as pas les moyens émotionnels puisque tu n'es soutenu par personne. Et en même temps, tu vas tomber en kiff d'un homme ou d'une femme qui, lui, est aussi en CDI à l'usine et qui ne s'imagine même pas le quitter puisque personne dans son entourage n'a jamais quitté l'usine. Enfin bon, bref, c'est tellement un système qui est violent, honnêtement. J'ai lu pas mal de textes aussi sur le monde ouvrier dans les banlieues parisiennes aussi, que je trouve hyper intéressant, qui est une autre réalité de la précarité. Je vous mets la vidéo, je vous en avais parlé dans... Merde, j'ai perdu le nom de l'auteur, c'était Otto quelque chose il me semble. Bref, je m'égare parce qu'en fait ça m'émeut tellement de... Pour le coup, ça c'est ma réalité la vraie et j'espère que le bouquin sera bien honnêtement. Qu'est-ce que je disais? Chapitre 5, famille et fardeau, donc faire avec, je n'ai que ma famille, chez eux ça sent le cassos, des cohabitations familiales, je sais pas si ça vous parle mais moi les titres me parlent de ouf. Galère du genre, une domination... Et puis ça doit être chiant à écouter de un sommaire, mais c'est dur à mettre à l'écran, c'est vilain quoi. Chapitre 6, galère du genre, une domination masculine sur les postes les moins qualifiés, poste féminin et attente de diplôme, jongler entre travail et bébé, être une super maman, conjugalité, dépendance et enfermement. Oui, il y a aussi la dépendance financière aussi qui est très dure à quitter. Les cas de violence intrafamiliales qui ne sont pas suivis par la justice parce que ils sont complètement débordés. Enfin bon, bref. Je vous parle même pas de la culture qui n'a absolument aucun financement et du coup tu n'as aucun accès autre que l'éducation nationale pour imaginer un monde différemment. Bref, je m'éparpille, mais c'est un sujet sur lequel je parle déjà pendant des heures dans la vraie vie. C'est mon combat de sensibilisation celui-là. C'est vraiment le monde ouvrier, le monde ruralité isolée, c'est... voilà. Ensuite, chapitre 7. Jeune cassos, jeune coincé, c'est ce dont je vous parlais. Cassos, emprise et déprise sur son existence, un mal-être évident, une existence de souffrance. Je serai adulte quand j'arrêterai de me demander si je le suis. Conclusion, devoir accepter la domination et subir les stigmates. Et ensuite une dernière partie, quel avenir
pour ces jeunes. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai très envie de le lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Je vous en ferai peut-être une vidéo, qui sait, on ne sait pas. J'en profite d'ailleurs si vous connaissez des mouvements de révolte ouvrière sur lesquels je pourrais me renseigner et sur lesquels je pourrais faire une vidéo de vulgarisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en connaissez. Par exemple, la vidéo sur la révolte de fourmis m'a été conseillée par l'un d'entre vous, donc merci à lui. Bref, pour une vidéo courte, elle est beaucoup trop longue, je suis navrée pour ça. Je me dis que vous pouvez écouter ça en podcast, j'en sais rien, enfin bon bref. Moi ça me fait plaisir de vous raconter ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je fais comme l'année dernière, la prochaine vidéo ce sera un télévlog de Noël, c'est-à-dire un vlog qui ne parle pas du tout de Noël, pour les personnes qui sont seules, qui détestent, qui ont peur, qui ne fêtent pas Noël ou le Nouvel An. Une vidéo très longue qui peut vous accompagner donc pour le 24, le 25 ou le 31 décembre. Évidemment, et que je suis en train de filmer. Pour l'instant, je parle de fleurs séchées, voyez-vous, de la famille s'agrandit aussi. Vous en saurez plus dans cette vidéo. Voilà, de plein de choses beaucoup plus légères. Je m'étale pas sur tout ce qui est négatif. Et voilà, ça peut vous tenir compagnie les soirs où vous vous sentez un peu seul, surtout dans cette période de fin d'année qui est compliquée pour tout le monde. D'ailleurs, prenez soin de vous. Prenez soin des autres, et si vous arrivez à trouver des petits temps de flottement qui sont positifs, prenez-les, que ce soit pour aller boire un vin chaud ou trouver une comédie un peu nulle qui n'a aucun rapport avec Noël si ça vous déprime, ou sinon venez commenter cette vidéo et on râle ensemble sur les réalités de cette saison. Bref, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Dun, dun, dun.